mes anciens cours de latin me laissent entendre que le Romain lui dit que les Romains sont vainqueurs et que les Gaulois devraient se rendre. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'imaginer sur les batailles. On pense que ces gens vont se rentrer dedans. Donc l'idée, c'est de négocier. Donc le chef militaire romain vient négocier au nom de son consul Scipion Nasica, qui est une grande figure de la République romaine. Il est en train de les traiter de bandits criminels, non moins. Donc je ne pense pas qu'avec un tel langage, on va arriver à s'entendre. Donc il lui demande tout simplement de libérer le terrain et de céder à la puissance de Rome. Et bien donc ça sera la guerre. On a des temps forts dans ces journées de reconstitution où on fait effectivement des spectacles, alors même si le mot on l'aime pas beaucoup, mais plutôt des démonstrations qui expliquent là de manière plus concrète, puisqu'on voit les gens évoluer. Alors, ça marche surtout bien avec les gladiateurs ou les militaires. Donc là on explique, on a un commentaire qui vient expliquer aux gens ce qu'ils voient. Alors vous connaissez tous la gladiature en tout cas par certains clichés, certaines gestuelles en tout cas. Cette gestuelle, vous la connaissez tous, c'est le geste du pouce levé ou du pouce baissé. Vous connaissez tous. Eh bien, vous allez l'oublier, celle-là. Vous criez mité à la fin du combat si vous êtes satisfait de la prestation du vaincu et si vous souhaitez qu'il reparte debout. Mité, ça veut dire ça, qu'il reparte debout. Donc, vous allez crier mité. Au contraire, si le gladiateur vous a déplu, si vous avez estimé sa prestation insuffisante, vous allez faire le geste inverse, c'est-à-dire la main tendue vers le sol, le doigt, et vous allez crier Yugula, qui veut dire tout simplement égorge-le, Yugula, Yugula. Oui, on verra si vous êtes un public sadique ou pas. Alors disons que nous on intervient dans différents domaines. Il y a évidemment, je dirais, le cœur de notre travail, c'est effectivement la pédagogie. Donc on intervient effectivement dans le cadre d'un musée ou d'une cité qui a un patrimoine antique à mettre en valeur. Et effectivement, on installe un campement, alors militaire mais aussi civil, gladiatorien, pour expliquer. Donc on a un échange effectivement très direct avec le public. Alors pendant je dirais une journée d'animation où on a des ateliers qui sont animés toute la journée et là effectivement on a un échange privilégié avec le public qui peut poser ses questions et auxquelles on répond. Ils sont recrutés lorsqu'il y a une menace d'invasion, par exemple par une cité voisine, et donc ils viennent, ils sont assez peu finalement entraînés, mais ce sont des citoyens soldats. Alors l'homme qui parade à côté effectivement du général est un mercenaire égyptien. Donc vous pourrez voir effectivement que sa tenue est assez différente. Alors vous aurez droit peut-être avec la troupe qui va rentrer juste après, quelques démonstrations de manœuvres de phalange. Donc ce sont les techniques de guerre des hoplites. Alors, nous avons une association dans la reconstitution de l'élément grec à partir du 6e siècle avant de Christ, jusqu'au 1er siècle avant de Christ. C'est toute l'évolution de l'élément grec, un aspect militaire, un aspect civil, un aspect des habits militaires de chacun. Io sono sempre stato appassionato di arti marziali e come tutti hanno praticato le arti marziali orientali, ma ho sempre avuto una grande passione per la storia antica e romana in particolare. E ho sempre coltivato l'idea di poter riscoprire le arti marziali occidentali, antiche. E questo è quello che è successo grazie a un grande lavoro di collaborazione con professori, con i musei, con il mio gruppo.
siamo riusciti attraverso l'archeologia sperimentale a ricostruire in 17 anni non solo le armature ma anche il modo di combattere sia dei gladiatori, sia dell'esercito, sia dell'atletica antica, la lotta, il pugilato, il pancrazio. L'archeologia sperimentale è una scienza riconosciuta, noi siamo stati i primi a applicarla proprio al settore armato dell'antichità attraverso degli atleti, attraverso combattimenti veri a contatto pieno con armi di ferro e quindi nell'insieme attraverso la sperimentazione e le fonti siamo riusciti a fare un lavoro molto puntuale, molto preciso. Depuis 2 ans, nous avons entrepris un autre projet qui est celui de reconstituer une légion de César, une légion césarienne, sujet qui a été très largement mis de côté par les reconstituteurs du fait que justement il manquait beaucoup d'informations pour se permettre de la recréer. Or, depuis peu, des archéologues ont travaillé, ont exhumé les restes, aussi dans les réserves des musées, pour essayer de mettre ces informations bout à bout et se permettre justement de faire une étude complète, quasi exhaustive sur le sujet. Donc c'est des archéologues qui travaillent avec le musée de Lyon, notamment Mathieu Pou avec lequel on a travaillé. Et je veux dire, cet échange a été bénéfique puisque les uns profitent du travail des autres. Et donc on a permis aujourd'hui de reconstituer pour la première fois au monde cette légion césarienne avec toutes ses originalités. Et donc ça, effectivement, c'est un travail intéressant parce que c'est un travail de pionnier. Et ça, effectivement, c'est très motivant pour un reconstituteur. Avec la manivelle, on tendait. Donc, je ne vais pas tirer trop. Reste pas près du bras parce que si ça lâche, t'as plus de main. Donc on tendait à peu près jusque là parce que là je ne peux pas faire d'essai. Après on posait le trait dessus. Alors on le posait, on le jetait pratiquement parce que ça pouvait partir une fois que le trait est en place après. Donc on cherche sa cible. La main sur la gâchette. Et hop, et ça part. L'archéologie en elle-même est une expérimentation de la vie des gens aussi qui vivaient il y a 2000 ans, 3000 ans, 10 000 ans. C'est comprendre autrement la vie de ces gens dont on n'a que peu de traces parfois et le complément par l'archéologie expérimentale permet de vérifier, de compléter les hypothèses, de les infirmer, de les confirmer et de passer par un autre biais qui est celui d'une réflexion purement théorique. On trouve dans le mésolithique castelnovien des valves de moule qui ont été crantées comme ça, qui ont des petits crans, ou des valves pareilles de moule mais d'eau douce qui ont été crantées aussi. Donc les recherches sont faites pour savoir à quoi elles avaient pu servir et je me suis aperçu que sur ces sites-là, on avait en même temps des os de dorade, des os de loup, des os... tout un tas de poissons de mer qui avaient été pêchés et qui n'ont pu être pêchés qu'avec des fils. Donc si les hommes de ce temps-là, du mésolithique castelnovien, ont mangé de la dorade et du loup, c'est qu'ils ont été capables de fabriquer des fils. Or, ils avaient à leur disposition des orties, ils avaient
comme vous voyez ici, du lin, des orties, il y avait beaucoup de végétaux. Et donc on a utilisé une technique donc, qui consiste à faire rouillir le lin, comme on le fait à l'heure actuelle, et à le tailler, c'est-à-dire le battre sur un morceau de bois, et surtout à utiliser ces moules pour le peigner, pour enlever les pailles de lin. Voilà. Voilà du lin qui a été taillé, hein, c'est-à-dire qu'on l'a battu sur du bois, comme ceci. Ensuite, on a éliminé la paille qui est à l'intérieur. Voilà. Et pour éliminer la totalité de la paille, il a fallu carder. Et carder, je pense que ça a été fait, comme vous le voyez, avec ces valves de moule. Voilà, qui éliminent la paille au fur et à mesure. Donc, la technique peut être utilisée dans la période du Mésolithique et on va se retrouver donc avec de la filasse. La reconstitution du fil, ça m'a permis, en utilisant 3 fils ici, de faire des cordes. Ces cordes, de les utiliser comme palangres pour aller pêcher la dorade en utilisant des hameçons que l'on connaît, qui sont des hameçons bipointes, accrochés sur le palangre tous les 2 mètres, avec 60 cm à peu près de fil très fin, le tout poissé, c'est-à-dire imprégné de pois, qui est un mélange de résine de pin et de graisse animale. Et le tout poissé, donc, m'a permis d'aller pêcher avec l'accord du parc marin de Caril-Rouet, d'aller pêcher 2 dorades. J'ai eu la chance d'avoir pour ami Jean Courtin, qui a été le directeur du CNRS de la région, enfin de Provence, PACA, et à qui j'ai soumis cette idée d'utilisation des moules crantées. Il m'a dit, fais un essai. Travail, j'ai fait ça. Et ouais, maintenant tu sais ça. Et regardez. Ah ouais, tu m'étonnes. Il fait quoi? Non, Un truc qui va, Donc c'est une histoire que je pense que tout le monde connaît. Hannibal, le général qui est venu avec ses éléphants en traversant l'Espagne. Je suis passionné d'archéologie depuis l'âge de 14 ans et d'ailleurs j'ai raté ma vocation parce que je pense que j'aurais fait archéologue. Mais donc moi je suis plus technicien du bronze et les archéologues sont scientifiques. Donc ce qui fait que des fois on travaille avec eux, ils nous proposent des choses et on essaye de refaire on essaye de refaire l'objet avec les mêmes conditions de l'époque. Regarde ça, Aimé. Regarde. Regarde ce morceau-là, comme il est beau. Tu sais comment il a fait? Il a commencé par faire un moule. En pierre, un vrai moule. Un superbe moule. Et à la place de ça, il a coulé de la cire. La cire, comme on voit ici. Il a sorti son objet en cire, tout beau, le même que le bijou, le même bijou que celui qu'il voulait faire en bronze. Ce beau bijou en cire, il l'a mis dans de la terre. D'accord? La terre, après ça, il l'a fait cuire. Il fait chauffer très fort pour faire fondre le bijou en cire. Le bijou en cire va disparaître, s'évaporer, couler. Tu vois, il y a là-bas. Il le fait couler dans de l'eau. Plus tard, il va faire couler du bronze dedans. Le bronze va devenir un objet, un bijou en bronze, à l'intérieur de la terre. Il va casser la terre et il récupérera son bijou. Là encore une fois, des nombreuses recherches sur les textes, sur les bas-reliefs, sur les fresques antiques paradées ensemble, qui fonctionnent régulièrement ensemble d'ailleurs. La plupart sont françaises, mais nous avons entiers. Là, c'est un poignet d'une épée. Voilà la poignée de l'épée. Elle était en cire au départ.
Alors chez les Ferradis, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est cette enseigne qu'on appelle un... Bon, bien sûr, il faut enlever le jet de poulet, il faut travailler, il y a un petit peu de travail finition. Mais elle est relativement sympa. Elle est bienvenue, elle est bien réussie. Et qui donne, je dirais, une stature impressionnante. Une fois manché, ça va donner ceci. Voilà. Voilà le résultat une fois fini. Qui nous viennent d'Espagne. Là aussi un... En fait, il faut que tu te dises, la lame, c'est pas une cible. Enfin, tu fais bien de l'apparaître, c'est bien. Mais ton but, c'est de me viser moi. Toujours que tu approches ta lame. Nous, on est vraiment sur une approche très didactique. On n'est pas là pour faire du cinéma, on n'est pas là pour faire de la figuration, on est vraiment là pour proche des gens et que les gens comprennent que on n'est pas simplement sur une approche très spectaculaire, très visuelle, mais qu'il y a un vrai contenu, un vrai message derrière tout ça. Voilà, les trompettes sonnent. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et si ça se brise, ce qui est important, c'est que l'ennemi ne peut pas relancer l'arme. Parce que la spécialité, c'était de choper les javelots. On a des textes, notamment de César, qui dit que ses ennemis rattraper les javelots et les relancer. Donc, la hampe ne se casse pas, ne se plie pas, ne se brise pas. Par contre, elle est faite d'un système différent. Elle est tenue par deux rivets, un en fer et un en bois. Et à l'impact, le rivet en bois se casse et ça brille. Il y a d'autres personnes qui seraient tentées? Monsieur. Hein, oui. Et il n'y a pas besoin de taper très fort, mais il faut être bien au-dessus. Voilà. Donc le silex ne bouge pas, c'est important. Et c'est vraiment le briquet qui vient frapper. Le but, c'est d'arracher un petit bout de métal. Regardez, là il y a un élément, vous voyez, ça brûle tout seul. Donc là vous rassemblez le foin autour, il faut souffler jusqu'à ce que ça s'enflamme. Vous pouvez poser le... Ah bah vous également, rassemblez le foin autour, il faut le rassembler, voilà, comme ça, et souffler. Donc vous voyez, même des novices en quelques minutes apprennent à faire le feu. En fait. On a redécouvert une ville, une capitale régionale. Donc les habitants de ces trois villages de 70 à 150 habitants, vous voyez ces trois patelins perdus, quoi. On s'est dit, il y a peut-être moyen de redynamiser le tissu local, on va faire une association, on va tirer profit du site, quoi. Alors on a organisé des visites guidées, des expositions, machin, puis on se rend compte, c'est bien les visites guidées, mais c'est mieux de faire vivre l'histoire, quoi. Donc on fait ici les costumes, etc. On s'est dit on va faire un groupe de reconstitution, parce qu'on s'est rendu compte que faire venir un groupe, ça coûte un œil, un bras, on ne pouvait pas se le permettre. Donc on a acheté notre premier matériel comme ça marche très très bien. Mais on ne voulait pas le faire façon folklore, parce que si vous faites un truc folklorique, Astérix Obélix, ça fait rigoler les gens, mais ils ne reviennent pas. Donc on a essayé de creuser, et il faut être cohérent, quoi. Donc on a lu, on a potassé, on a discuté beaucoup, on est allé sur internet. Puis au bout d'un moment ignare que j'étais au départ, je suis devenu, puis eux aussi, parce que vous pouvez leur en poser des questions, on est devenu un petit peu expert entre guillemets sur le petit domaine qui nous intéresse. L'année prochaine, on va construire un camp de marche, comme ils le faisaient, vous savez, parce qu'on a des outils là, je ne sais pas si vous avez vu. Mais on a racheté les outils des Romains, ils faisaient des mottes de gazon. Parce que les gars, donc, ils marchaient leurs 30 bornes, ils faisaient le fossé, vous voyez, avec un brise-cheville au fond. Ils faisaient le fossé 80 cm de profond, 1,20 m de large. Ils rabattaient la terre et ils montaient un mur en motte de gazon 80-90 cm de haut. Toc, on le maintient comme ça. Donc ils avaient des outils pour couper les mottes de gazon. La terre, on va la rejeter pour former un talus qu'on appelle la guerre. Et c'est sur la guerre qu'on va faire le vallum, la palissade, avec les valises. C'est ce que l'on voit là-bas. Alors pour ça, on utilise différents outils. Alors, on va avoir donc des légionnaires qui vont porter ce qu'on appelle l'oiseau. Alors je vais enlever mon chapeau. Hop. L'oiseau, c'est quoi? C'est ça. On le porte sur le dos, on charge les mottes et on monte au fossé pour le monter. Une fois qu'on a enlevé les premières, la couche végétale, on va ensuite se servir de différents outils. La dolabre. Donc la dolabre, alors on en voit une ici, un pic, une hache. Donc ça sert à la fois à creuser et quand il faut aller couper les racines d'un arbre, ça permet de le faire.
Le principe, il est hyper simple, c'est le principe du yo-yo. Donc on enroule la corde comme ça, mais là c'est un peu détendu avec l'humidité de la nuit. Et après, donc, tu le lances et puis tu y vas comme ça. Ah, mais c'est l'inertie de la massette C'est qui fait qu'il revient, d'accord. Qui revient, ouais. Et en fait, les premières perceuses qu'on a trouvées comme ça, donc c'était au néolithique, donc il y a 6-7 000 ans environ. Et là, c'était un galet percé, et comme ils étaient très forts à faire de la pierre polie, donc ils donnaient bien la forme bien ronde qu'il fallait. Et tu retrouves, par exemple, si vous avez l'occasion d'aller au musée préhistorique de Pinmar, vous avez des haches et des marteaux en pierre polie qui ont un trou bien régulier, bien central, et c'est fait avec ce genre de perceuse, comme ça. Et c'est hyper efficace. On l'a encore plus rustique puisqu'on mettait la ficelle directement sur la pièce d'os qu'on voulait travailler. Mais par contre, celui-ci il a une fonction en plus. En mettant la corde ici, on peut faire tourner la pièce et travailler en bout pour sortir des jetons. Comme ceci. Et voilà. Ah, je souffle. Ah oui, je souffle, oui. Je souffle. Tout à fait. C'est pour alimenter le feu. Le métal liquide. Il va chauffer tellement fort qu'il est liquide. En fait, un mélange indépendant. Regarde, une petite bouffe à doux. Un petit mini bouffe à doux. Toi. Enlève tes mains, s'il te plaît. Il pèse combien votre parfum? Je sais pas. Il a l'air léger. Très léger. Attention. Les enfants, oui, attention. Monsieur, je veux bien, mais là. Là, c'est quoi ces choses? Ah, c'est froid? Non. Non, c'est froid. C'est très très chaud. Attention, c'est très très chaud. Ouais, c'est froid. Alors, nous allons vous proposer... Ça rend les idées très claires. Merci, votre sympathie. L'archéologie expérimentale viticole, c'est tout simplement ce qu'on fait ici. C'est-à-dire il s'agit de retrouver dans les textes des anciens, c'est-à-dire essentiellement Columelle et Pline, qui ont écrit chacun un livre entier sur la vigne et le vin, de retrouver les recettes qu'ils ont données, c'est-à-dire de planter des cépages qu'on peut penser qui existaient, je mets beaucoup de réserves, hein, il y a 2000 ans, et puis de travailler naturellement, c'est-à-dire sans produits chimiques, avec toutes les particularités qu'on pouvait penser dans l'Antiquité, et puis après de refaire des vins comme on faisait naturellement il y a 2000 ans. Voilà, c'est ce qu'on fait ici. Donc on a planté un vignoble, si vous voulez aller le voir au fond du domaine, où on a 15 cépages différents qui sont plantés sur 8 modes de plantation antique, et puis on fait les vendanges le 2 octobre cette année, où on refait après les vins naturellement. Voilà. Bah, disons qu'on essaye avec ces expérimentations de retrouver aussi des goûts qui complètent justement les sources écrites ou épigraphiques qu'on peut avoir sur le vin, ou les sources qu'on va retrouver au niveau de l'archéologie avec l'étude des amphores ou des tonneaux notamment. Et c'est vrai que de reconstituer les gestes qui permettent de faire du vin, mais également aussi de le faire goûter aux visiteurs, bah c'est notre but, c'est notre objectif justement, et là on est dans l'archéologie du goût en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on revient sur des sensations, sur des émotions gustatives qui ont peut-être été celles des Romains d'il y a 2000 ans. Et c'est aussi une approche beaucoup plus vivante de l'archéologie par rapport aux visiteurs. C'est vrai qu'un visiteur qui vient sur le site, évidemment il y a ce site à aborder, à visiter, avec des explications, mais si tout de suite on lui fait goûter des choses, on lui montre des choses qui sont plus vivantes, du coup ça va avoir aussi des vertus pédagogiques peut-être plus importantes. Voilà. En tout cas nous c'est un petit peu notre démarche et ce qui nous guide depuis là déjà quelques années. Merci. Voilà, vous goûtez le premier qui est donc fait le 3 octobre l'année dernière, en pressurant du raisin, puis on rajoute les 3 plantes qui sont là, fenugrec, herbe à chameau et racine d'iris. Non. Une sauce assez goût comment? Ah ben là c'est de la sauce soja. Le goût se rapproche de la sauce soja. Oui, il y avait les choux, il n'y avait pas les pommes de terre. Mais bon, ça doit être un peu plus fort. Le poivron, on connaît. Peut-être même pas, parce qu'il connaît. Ah, le miel, oui.
Le miel, il sauçait beaucoup avec le garum, le salé, puis le sucré, il sauçait avec le sauçait. Le garum, c'est des viscères de poisson marinés dans de l'eau salée. Qui pilait, après qui s'écrasait. C'était pour... Ça donne une sauce pour les légumes, pour la viande. Le miel, il le connaissait. Le miel, il connaissait, ouais. Oui, le miel, le chou. Le chou. J'avais encore... Voilà, bah c'est bon. Bah non, parce que j'ai pas encore présenté le salon là. Alors, salon, le Ocus. C'est quoi ça? Salon Ocus. Là, c'est la fosse. Focasse. Qu'est-ce que c'est? La fosse, c'est où les Romains ils passaient. Un couloir. Un couloir étroit. On a travaillé où? Alors là, c'est de la céramique commune en général. C'est une céramique qu'on utilise au jour le jour. Et là, c'est vraiment des typologies de services à boire. Soit des verres pour le vin. Et la différente couleur. Voilà. Alors souvent, à l'Antiquité, le vin, on le mélangeait avec de l'eau. Alors maintenant, on crierait, ça se fait pas du tout maintenant, de mélanger... Un titre serait plus élevé que... Voilà, alors c'était un vin qui était beaucoup plus épais. Et la tradition voulait, quand on était vraiment dans la culture latine et grecque, de mélanger l'eau au vin. Et c'est vrai aussi que les Gaulois produisaient beaucoup de vin. Donc vraiment, l'arrivée des Romains en Gaule a permis de lancer la production de la vigne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui essaie d'utiliser des procédés antiques de fabrication. Par exemple, le tour au bâton, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, les potiers antiques ne connaissaient pas le tour à pied. C'est une invention relativement récente. C'est à l'époque médiévale que ça... en France, ça arrive même avec la Renaissance, uniquement le tour à pied. Jusque-là, c'est des roues, des tours au bâton. Donc de montrer ça, il est devenu expert aussi dans les techniques de décoration, notamment les décors à la barbotine, qui sont très difficiles à faire. Il faut voir les scènes de chasse qu'il fait sur ses gobelets. Là, c'est vraiment la qualité des produits romains. Donc c'est intéressant de savoir comment on arrive à maîtriser tous ces aspects-là. Il y a un décor qui s'appelle le guillochage, c'est une lame vibrante. Et qui va donner des petites plages hachurées. On va le laisser sécher un petit peu, on en prend un autre. Donc si j'avais fait par exemple des décors figurés avec ce vernis-là, j'aurais des décors en noir sur un fond clair. Ce qu'on appelle les céramiques grecques à figure noire. Et si à l'inverse, j'avais fait un réservé, c'est-à-dire que j'ai fait uniquement la silhouette en clair, en vernissant tout le fond du pot, j'aurais obtenu des figures rouges sur fond noir. Ah, donc de manière schématique, le principe donc, était bien connu des potiers antiques. Mais les Romains n'ont pas pratiqué ça pour faire des décors. Ils ont simplement fait des céramiques à vernis noir. Bon, sauf à l'époque où ils ont mis à avoir un goût ils ont pris le goût pour des vernis rouges. Et donc là, ils ont inventé des fours à tubulure, comme celui, bon, c'est une maquette, ça, on pourrait dire. C'est-à-dire que les vases n'ont plus de contact avec les flammes, donc l'atmosphère est oxydante du début jusqu'à la fin. Et même si le vernis vitrifie, comme il vitrifie dans une atmosphère oxydante, il reste rouge, il vitrifie en rouge. Alors que nous, dès que ça vitrifie, ça passe partiellement au noir. Alors en fonction de l'épaisseur, on va obtenir des bruns, bon, il y a différents phénomènes, des coups de feu, mais globalement, si ça vitrifie, ça devient noir, ça ne reste pas uniformément rouge. On n'arrive pas à faire du uniformément rouge dès le moment où on monte un peu en température. Ah non, ils ont quand même foncé un peu. Disons, l'intérêt, là, c'est on fait d'une pierre deux coups, puisque nous, on fait nos expérimentations. Ça permet quand même au public de découvrir des tas de choses qu'ils ignorent, justement, comment les fours à bois, avant, c'était classique, tout le monde connaissait ça. Hein. Aujourd'hui, les potiers qui cuisent encore au bois, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Beaucoup de gens imaginent encore que cuire des pots, c'est comme cuire du pain dans un four. Hein. Ils demandent si on enlève les braises et qu'on met des pots. Bon. Donc ils apprennent quand même des choses sur les techniques anciennes. Voilà, donc ça c'est intéressant. On peut leur faire passer une partie
On fait aussi de l'archéologie pour transmettre notre savoir aux populations. On ne fait pas ça pour simplement garder pour nous notre savoir. Donc là, c'est l'occasion. Voilà.